Les Français parlent au français, du bout du monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous, avec un nouvel indicatif qui vous a peut-être un peu surpris ou complètement dérouté, mais ne vous inquiétez pas, la suite va vous faire comprendre pourquoi nous avons fait ce choix. Et pour commencer à l'expliquer, je salue bien évidemment mon compère dans cette nouvelle aventure, Joël François Dumont. Bonjour Joël François. Bonjour Jean-Michel, en effet cette nouvelle émission, Les Français parlent français du bout du monde, est une première. C'est une occasion unique de parler aux Français expatriés, comme la Voix du Béarn l'a toujours fait, mais aussi d'entendre ces Français en les faisant parler et se parler, dialoguer aux quatre coins du globe, les faire échanger, et cela, c'est nouveau. Voir ce qui nous unit, comparer nos situations, découvrir nos problèmes, tel est l'objectif que nous sommes assignés avec nos amis du l'UFE, l'Union des Français de l'étranger. Nos invités pour cette première émission, Olivier Fontana, président de l'UFE Seattle aux États-Unis, Xavier Doucet, président de l'UFE Berlin en Allemagne, et Serge Bosca, vice-président de l'UFE Pologne. Nous entendrons également les voix de Barry de Longchamp, qui a été ambassadeur de France dans différents pays, et notamment en Pologne, de Quentin Nickinson à Bruxelles, qui nous expliquera pourquoi et à quoi peuvent servir ces élections consulaires, ces élections réservées aux seuls Français de l'étranger. Nous entendrons également un sénateur des Français de l'étranger, qui auparavant était président de l'UFE Berlin, Ronan Le Gleu, qui nous fera un bilan de l'action du gouvernement français après 4 années de mandat en faveur des expatriés. Alors, à tout seigneur, tout honneur, l'introduction que représente l'UFE, cette union des Français de l'étranger. Je vous propose d'écouter la réponse de l'ambassadeur Barry de Longchamp, président de l'UFE Monde. Oui, je vous remercie beaucoup de votre question. L'Union des Français de l'étranger est une grande association représentative des Français de l'étranger qui a été créée en 1928 et qui est à l'origine de tous les droits qui ont été accordés aux Français de l'étranger. Cette association a été créée au départ pour faire en sorte que les veuves de guerre et les orphelins de guerre de la guerre de 14 soient reconnus à l'étranger aussi bien qu'en France. Et depuis son existence, l'UFE a continué à œuvrer pour tous les droits, que ce soit les droits politiques, la représentation politique des Français de l'étranger par d'abord le Conseil supérieur des Français de l'étranger, puis les sénateurs des Français de l'étranger, puis l'Assemblée des Français de l'étranger, les députés aujourd'hui, les droits sociaux, qui ont abouti à la création de la Caisse des Français de l'étranger. Nous insistons aussi beaucoup sur la scolarité, le réseau des écoles françaises à l'étranger, parce que l'enseignement, c'est le lien essentiel et la formation du citoyen français, aussi bien à l'étranger qu'en France. Nous sommes dans une centaine de pays, nous avons 170 sections que nous appelons des représentations. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique depuis 1936. Et nous avons donc une très large couverture de Français dans le monde. Nous cherchons à rassembler, c'est pour ça que nous sommes apolitiques. Nous sommes détachés de toute confession religieuse et appartenance politique. Ça ne veut pas dire que nous soyons neutres. Nous avons l'occasion de prendre position, parfois très fermement, quand les intérêts ou les droits des Français de l'étranger sont en cause. Et c'est arrivé déjà à plusieurs reprises. Nous sommes aussi très solidaires les uns des autres. Notre mot d'ordre, c'est l'entraide et la convivialité. Et l'idée centrale, c'est qu'aucun Français ne se sente seul à l'étranger. Après cette présentation de l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, par l'ambassadeur Barry de Longchamp, il faut rappeler l'une des raisons qui nous rapproche aujourd'hui, au-delà de l'établissement de ce dialogue que nous entendons favoriser. Il nous a paru intéressant d'échanger et de comparer les problèmes que nous rencontrons, Français expatriés dans 3 pays, en Allemagne, en Pologne, dans l'Union européenne et dans un 3e pays, plus loin de l'Europe, à Seattle aux États-Unis. Seattle, la plus grande ville de l'État de Washington, qui borde le Pacifique, véritable plaque tournante de la technologie. De très nombreux Français y travaillent, notamment pour des géants comme Microsoft, Amazon ou Boeing.
Nous allons commencer par Seattle aux États-Unis avec Olivier Fontana, président de l'UFE Seattle. Vous avez créé, Olivier, cette association. Pourriez-vous nous présenter cette communauté française du Pacifique? Merci pour cette émission, avec plaisir. Alors déjà, pour situer pour les gens qui ne sont pas familiers avec Seattle, si vous regardez les États-Unis comme un gros rectangle, on est en haut à gauche, tout à côté de la ville de Vancouver au Canada, à 2 heures de la frontière. Et comme tu l'as dit précédemment, c'est une représentation qui est assez importante. On estime qu'il y a entre 5 et 7 000 Français dans la région. Alors, une grande partie sont venus grâce à Boeing dans les années 70, 80, début 90. Et depuis les années 2000, essentiellement, le plus gros contingent vient des employés qui ont rejoint directement ou depuis depuis les filiales françaises à Microsoft et Amazon. Donc, très orienté technologie, c'est un peu une mini Silicon Valley, si vous voulez. Ce qui veut dire aussi qu'en termes de profil, il y a beaucoup de gens très éduqués dans la technologie, la biotechnologie et des métiers connexes. En termes de dynamique, ce qui est important de comprendre, c'est que par rapport à l'Europe, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. La première, c'est que on est très loin. On est très très loin. 9 heures de décalage horaire, 11 heures d'avion avec un vol direct, beaucoup plus si c'est pas un vol direct. Ça complique quand même énormément les choses. Ça rend les relations un peu plus difficiles et ça rend aussi les choses beaucoup plus chères. Si vous êtes à Berlin ou même en Pologne et que vous voulez aller à Paris, vous pouvez même à la limite prendre votre voiture. Et si vous prenez l'avion, ça sera l'affaire de quelques centaines d'euros. Ce n'est pas le cas depuis Seattle. Depuis Seattle, si vous voulez venir rendre visite à votre famille en France ou vice-versa, ce sont des billets d'avion qui vont en période creuse aller à $800 jusqu'à près de $2000 si vous voulez y aller pendant l'été ou Noël. Et bien sûr, vous allez vous récupérer tout le décalage horaire, etc., etc. Ce qui fait que c'est une relation qui est beaucoup plus difficile avec la France d'un point de vue contact, parce que quand je veux appeler mes parents, j'ai environ 2 heures chaque jour où je peux espérer pouvoir les contacter avant qu'ils aillent se coucher. Olivier Fontana, quand on est français, que l'on travaille et que l'on vit à Seattle, est-ce qu'on a un consulat de France, un consulat général de France? Qu'est-ce qu'on a? C'est quand même une très grande ville. Comment fait un Français qui a un problème à résoudre avec les autorités françaises quand il est à Seattle? Alors on est dans une position vis-à-vis du consulat et de l'administration qui est un petit peu à cheval. C'est-à-dire qu'on a un consul honoraire, une nouvelle qui vient de commencer il y a un mois là depuis après que le précédent nous ait servi pendant pratiquement 20 ans. Mais ses pouvoirs ou ses capacités sont limitées. Elle peut signer des papiers, des choses comme ça. Mais dès qu'il y a besoin de faire un passeport ou des choses plus conséquentes, nous dépendons de San Francisco. Donc à Seattle, de dire il faut aller à San Francisco pour une information, pour un processus administratif quelconque, ça serait comme dire à un Parisien il faut que vous alliez à Madrid pour aller faire vos papiers. Donc c'est prendre l'avion, on va pas rouler pendant 17 heures, c'est prendre l'avion, prendre un hôtel sur place, donc et on a très très peu de vacances, donc c'est pas comme si on veut partir une semaine facilement comme ça. Donc heureusement depuis quelques années, nous avons le consulat organise des visites plus ou moins régulières, moins cette année avec le Covid, d'une valise biométrique qui permet de faire sur place la prise d'empreintes, etc. Mais c'est clairement pas aussi flexible. J'ai par exemple une amie qui dernièrement a dû aller jusqu'à Portland pour une autre visite parce que il y avait plus de place pour celle de Seattle et qu'elle avait besoin de son passeport immédiatement. J'ai une petite question là pour les USA. C'est-à-dire donc pour une communauté de 6000 personnes, vous n'arrivez pas à avoir un consul pour vous? C'est fou ça. À titre de comparaison, en Pologne, Serge Bosca, vous êtes combien de Français? Français, exactement, j'en sais, référencé à l'ambassade de France, des gens il y a beaucoup de Polonais qui avaient par le sang, ils ont des liaisons avec la France, donc ils ont les passeports. On parle c'est toujours mal compté, entre 4600 et 6000 personnes. Et vous avez une ambassade? Et on a l'ambassade à Varsovie, oui. On a un consul général à Cracovie, et on a après 4 ou 5 consuls honoraires, mais qui ont déjà plus de droits que ce qu'il a à Seattle, quoi. Ce qui nous donne déjà un premier élément de comparaison. Voilà. Et c'est un pays qui fait, c'est un gros carré, 700 km par 700 km. Olivier Fontana, pardon de vous avoir interrompu, mais je vous laisse continuer. La dynamique est plutôt claire. C'est vrai que le seul, c'est peut-être un élément important
Il faut savoir que tout ce qui se négocie au niveau européen n'a absolument aucun impact pour nous. Je vais vous donner quelques petits exemples très simples. J'ai moi-même travaillé en France, un petit peu en Hollande pendant 5 ans et ensuite aux US. Je peux faire valider mes trimestres français aux US. Je peux faire valider mes trimestres hollandais aux US pour ma retraite. Je ne peux pas faire valider les deux. Donc il faudra que je choisisse. Et de toute façon, j'aurai pas le droit à ma retraite complète. En termes de santé, la couverture santé offerte par la France, les caisses des Français à l'étranger, est basée sur les prix français. Il faut savoir que la visite chez un généraliste ici, c'est $100. Donc l'équivalent du tiers payeur que j'ai quand je vais voir un médecin, c'est quasiment le prix total d'une consultation en France. Donc elle est totalement irrelevant, enfin totalement non appropriée pour nous, cette santé française pour laquelle je pourrais cotiser pour avoir accès à la santé ici. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas vraiment applicables pour nous. Par exemple, la loi, je sais que certains de mes amis ont des appartements ou des maisons familles qui louent. Bon la loi qui est passée, qui fait que l'État n'a pas à vous prendre votre CSG RDS si vous êtes européen, c'est pas le cas pour les US. Ça veut dire quoi? Que si vous êtes en Amérique, que vous louez un appartement en France, vous allez devoir payer des impôts américains sur votre RDS CSG, malgré que vous ne l'ayez pas touché. Donc c'est plein de petits détails comme ça qui, petit à petit, bout à bout, c'est vrai que compliquent beaucoup plus la vie, rend la vie un peu plus difficile, si vous désirez garder un contact avec la France. Après, beaucoup de gens, in fine, deviennent natifs, hein, c'est-à-dire que notre santé est locale, on prépare notre retraite locale, etc. Alors, il y a une chose qui s'est passée qui était très importante, c'était au mois de janvier. Et là, Olivier Fontana, vous avez été, je crois, révolté quand vous avez entendu le ministre français de la Santé interdire aux Français de rentrer en France à une époque où le monde entier, pratiquement y compris de Chine, vous débarquez de Wuhan directement à Roissy. Alors, après le tollé de cette décision, j'ajoute qu'on avait envoyé à toutes les ambassades du consulat de France à l'étranger l'interdiction à nos fonctionnaires et aux diplomates français de se rendre en France. Alors, là, l'UFE a décidé de relever le défi. Je crois que vous avez bien animé depuis Seattle. Et le président de l'UFE, qui a été ambassadeur, comme on sait, mais aussi est un excellent avocat, est allé devant le Conseil d'État et a réussi à faire annuler cette décision, parce qu'elle était d'ailleurs contraire aux décisions de la Cour des droits de l'homme, déjà, et en plus anticonstitutionnelle. Donc il a fallu aller devant un tribunal pour faire condamner une ministre française de justice parce qu'il interdisait à des Français de rentrer en France. Alors qu'on l'a vu comment aux États-Unis, ça? Alors, il y a un peu tout. Il y a eu beaucoup de sentiments, de beaucoup de gens d'injustice, de dire pourquoi on a été traité comme ça. Surtout qu'on pouvait se voir qu'ici, quand même, le taux de vaccination est un peu meilleur qu'en France. Moi, personnellement, ça m'a fait ni chaud ni froid parce que je comptais pas rentrer en France vu ce qui se passait. Donc, qu'on m'interdise d'y aller ou pas, ça ne change rien. Mais j'ai beaucoup d'amis qui voulaient rentrer dans leur famille, des choses comme ça. Le concept en soi-même, moi, me choque pas de dire bon, on arrête tous les entrées. Théoriquement, c'est pas totalement stupide. Ce qui était idiot, c'est quand vous regardiez dans les chiffres, la proportion de Français qui seraient revenus était telle que c'était un bazooka pour tuer une mouche. Ça rimait absolument à rien. On ne parle pas d'1 million de Français qui vont revenir depuis les US. On aurait parlé de quelques centaines, quelques milliers. C'est pas ça qui allait changer les chiffres. Donc, si théoriquement elle n'était pas illogique, dans les faits, très français d'ailleurs, je trouve, on est très théorique, très générique. On n'est pas très pragmatique. Donc c'est très très bien. Je suis très fier de l'UFE et notre président en particulier qui de lui-même a fait ça et a permis de faire avancer les choses. Alors avant de voir ce qui se passe en Pologne et à Berlin, une dernière question, Olivier, concernant l'éducation. Aux États-Unis, l'éducation pour les enfants est extrêmement chère. Donc, quelle est l'aide française dont vous bénéficiez là-bas? Alors, je vais vous corriger, c'est pas vrai. L'éducation est gratuite aux États-Unis. Si vous allez dans le système local. Si vous allez dans les écoles privées françaises, bien évidemment, ça vous coûtera 25 000 $ ou plus par an. Et là, il y a certaines aides qui sont très très limitées. Après, c'est un choix personnel. Il y a certaines aides. On a les moyens, on n'a pas les moyens. On décide de s'intégrer ou pas. Dans notre cas, c'est encore plus, on va dire, simple entre guillemets. C'est qu'il n'y a pas de lycée.
Donc de toute façon, même si vous mettez vos efforts dans l'école, ce sera que l'école primaire, il n'y a pas de lycée français. De toute façon, il faudra qu'ils aillent dans le mode local. Donc c'est vrai que c'est limité si vous voulez revenir en France. Bon, je suis un petit peu sur ce point de vue-là, c'est une bataille que j'essaie même pas de commencer, simplement parce que je me rends compte que la plupart des Français qui restent 5 ans ici, la qualité de vie étant telle à Seattle que 90%, 95% des gens qui passent au moins 5 ans ici ne reviennent plus jamais en France, à part à leur retraite ou sauf accident majeur. Merci Olivier Fontana pour ce regard de Seattle. Merci pour le beau temps qu'il fait à Seattle en ce moment, comparé à ce que nous avons encore en France, en Allemagne, en Pologne. Ça va changer. Mais justement, on va regarder du côté de la Pologne avec Serge Boska, qui est vice-président en Pologne de l'Union des Français de l'étranger. Serge, comment se présente la situation pour les Français qui se trouvent en Pologne? Donc la Pologne, historiquement, elle a beaucoup de liens avec la France. Ça date pas de hier. Il y avait déjà Voltaire qui avait des grands liens à l'époque. On a eu des rois, on leur a pris leurs reines. Ils nous ont donné des reines. Napoléon a été très présent en Pologne aussi. Donc l'histoire est très très riche dans les relations franco-polonaises. Et ce qui fait que on a beaucoup donc soit de liens par des noms de quartiers, entre des noms à Varsovie de quartiers qui sont typiquement français, style Marimont, style Joliborge, qui traduisent, ils ont écrit en polonais, mais ça veut dire ce sont les bords de la Vistule, ce sont les jolis bords, c'est tout un mot, ça se traduit tout simplement. Et après, donc on a une école, comme je disais tout à l'heure, on a au niveau ambassade et consulat, on est très 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 bien équipé. Le réseau est assez bien maillé. Au niveau des écoles, on arrive à trouver dans les villes, à Gdynia par exemple, il y a une école pour les enfants, donc c'est un niveau jusqu'à la fin de primaire. Il y a un équivalent aussi à Cracovie, et après à Varsovie, il y a un vrai lycée français. Ensuite, au niveau de l'apprentissage de langue française, là c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait les vieux polonais, j'ai les vieux, deux générations avant la mienne, on va dire, ont été déçus après la guerre que les Français n'aient pas embarqué la Pologne tout de suite, et donc ils se sont sentis un peu lâchés, un peu pour la Blitzkrieg et après pour la fin de la guerre, et donc ils ont des fois une petite dent sur la France qui est restée. Donc on va trouver des personnes qui parlent français, mais leur souvenir il est un peu mitigé. Et les nouvelles générations, bien que la France ait été dans les années, on va dire, on était dans les années 2000, on était le premier investisseur en Pologne. Ça c'est quasiment jamais su. On a été pendant 5-6 ans premier investisseur, et même à l'époque Chirac avait demandé, il parlait de la Pologne avec plein de un regard assez lointain, alors que nous ici on était vraiment Orange avait la main dessus. Il y avait Warburg qui était en fait c'est une société de construction qui était derrière, je sais plus que c'était, mais enfin bon, il y avait Cola qui était présent. On avait toute la grande distribution là. Alors il y a eu tous les grands magasins de partout, mais il y avait tous les grands, les Auchan, les Géants Casino, les Carrefour, les Leclerc, les Intermarchés, on les trouve tous. Donc et eux, ils sont quasiment tous restés. À l'instar des Anglais, que Tesco est parti, Real, donc le groupe Metro, ils ont payé eux aussi, ils ont payé leur goal, ils sont rentrés. Donc Walmart, eux ils sont venus, les Américains, ils sont allés en Allemagne, ils ont pris une gifle, ils sont pas jusqu'en Pologne. Donc on a quand même des endroits où la France, dans la technologie, on est très bien placé. On a dans le domaine de l'eau, Veolia est bien placé, la SOR est bien placée. Il y avait des contrats historiques. Donc c'est vrai que Bouygues était très bien aussi. Donc il y a eu à l'époque Canal+, ça existe en Pologne avec le nom Canal+. Donc c'est à l'époque de Messier, ils avaient même un autre opérateur téléphonique sous leur giron. Donc il y a toujours eu ce lien-là qui était assez fort, ce qui fait que la France quand même a sa place, et les jeunes Polonais n'apprenaient pas forcément la langue. L'ambassade a beaucoup de mal aussi à répertorier toutes les écoles qui parlent qui font des cours de français. Moi, j'habite par exemple à côté de Gdansk. Donc Gdansk, c'est le nord de la Pologne, c'est une ville historique. Ça s'appelle la Triville, parce qu'en fait, il y a trois villes l'une sur l'autre. C'est 1,2 million d'habitants. Alors ça, c'est aussi une spécificité de la Pologne. C'est un pays, comme je disais tout à l'heure, qui fait 700 par 700. À l'origine, c'est un pays de paysans. Beaucoup de villes sont assez récentes. Il y a même Gdansk, c'est une ville qui a 1000 ans. Elle a été créée en 997, c'est ça. Gdynia, qui a 400 000 habitants, qui est liée à Gdansk, c'est une ville qui a 90 ans.
Donc donc tout à l'heure, vous avez fait un rappel que la relation historique entre la France et la Pologne, il fallait quand même pas oublier autre chose aussi. Hein. Je crois qu'à une autre époque, les Polonais avaient beaucoup déçu la France. Vous vous souvenez? Bon, on n'était pas là pour en parler ou pour le voir à l'époque, mais c'était lorsque l'élection de Charles Quint comme empereur était annoncée, la Pologne avait voté contre François Ier. C'est que vous avez, comme nous l'a dit un jour notre ancien ambassadeur en Pologne et le président du FE, vous êtes un petit peu chagriné. Les situations à la France a manqué à la Pologne, effectivement, notamment aussi au moment de partage. Et puis, vous l'avez dit plus tard, en 39. Non, mais moi, je parle plus. Donc, je pense qu'il compte. En termes de perte de la langue, je veux dire, les gens, la France, premier investisseur, et les jeunes Polonais qui apprenaient pas le français. C'était pas logique. Si on a un pays qui investit autant, on devrait quand même essayer d'aller vers eux. Les boîtes françaises payaient quand même très bien. Saint-Gobain, c'est 4000 employés en Pologne, par exemple. Donc il y a des boîtes industrielles qui ont fait quand même des beaux marchés en Pologne. Et c'est vrai que les Polonais avaient du mal à y aller. Mais pour donner un autre exemple, où c'est très paradoxal. Donc moi j'habite à côté de Dansk, je suis à 15 km de Dansk, dans une petite ville de 15 000 habitants. Bah à l'école, ils apprennent le français. Donc je veux dire, ils ont des cours de français. Voilà, donc et ça, l'ambassade de France, ils ont appris ça, ils ont été très surpris parce que c'était pas répertorié. Donc on arrive à trouver quand même, il y a pas un mes amours, hein, ils aiment bien tout ce qui est la France, la nourriture, la restauration, c'est très connu. On a quelques personnes qui font même l'équivalent de MasterChef, je pense que ça s'appelle en France le programme. L'icône polonaise, il y en a une, et après à côté c'est l'icône française. C'est Michel Morand qui est très connu et qui a réussi à se faire sa place avec une phrase qui a été très connue un jour, comme la langue. Le polonais, quand on parle, c'est le latin vivant, on dit. Il y a 7 déclinaisons, il y a 3 genres. Des fois, il y a avec le slave, le côté slave, il y a 2 pluriels, donc ça complique un peu la vie. Et il a fait une faute d'accord et c'était rends-moi ton tablier. Il s'est trompé, c'était Dai Fartour et c'est resté la blague est restée de partout. Ça en Pologne, ça avait fusé comme une blague d'humour et tout le monde quand il allait dans une cuisine, il disait rends-moi ton tablier, t'es bon à rien. Donc voilà, on a réussi à faire des choses. Louis de Funès est adoré en Pologne, encore aujourd'hui. Alors, il y a des. Nous reviendrons ensemble. Nous reviendrons ensemble prochainement sur un phénomène qui, hélas, n'est pas propre seulement à la Pologne, mais à toute cette Europe centrale orientale où l'image de la France s'est considérablement dégradée depuis quelques années, depuis que l'Europe s'est élargie. Et on a vu encore récemment l'accueil du président ukrainien quand il est venu chercher l'aide de la France il y a 15 jours à l'Élysée. Bon, il a été conduit, la parole de la France, celle de l'Allemagne, c'était zéro, parce qu'en face, il y avait Poutine. Et donc, les gens se sentent trahis, les gens se sentent abandonnés. Dans les pays baltes, dans toute l'Europe de l'Est, toute l'Europe centrale, maintenant, on regarde du côté des États-Unis, parce que la France n'a pas sa parole, parce que l'Allemagne, elle pense à autre chose, parce que Mme Merkel, devant Erdogan en Turquie ou devant Poutine à Moscou, eh bien, elle ne lève pas la tête, vous voyez, bon. Mais ça sera un autre sujet sur lequel on va revenir. On va maintenant passer à Berlin, parce qu'à Berlin, il se passe aussi beaucoup de choses. L'Union des Français de l'étranger de Berlin est une vieille association à Berlin. Moi, je l'ai connue il y a pratiquement 50 ans, c'est tout dire. Et le jeune président, qui est maintenant président destiné de l'UFE Berlin, c'est Xavier Doucet. Xavier, quelle est la situation des Français de Berlin? Combien sommes-nous de Gaulois à Berlin, si je puis dire? Quels sont les problèmes principaux que connaît cette communauté à Berlin? Bonjour à vous. Je vais vous parler de l'UFE Berlin, puisque ce n'est pas comme en Pologne où il y a un UFE Pologne, nous avons plusieurs UFE répartis dans toute l'Allemagne. La situation à Berlin, alors pour toute l'Allemagne, nous avons 116 000 Français inscrits au registre consulaire, dans les 3 postes consulaires principaux, Munich, Berlin et Francfort. Pour Berlin, nous avons 25 000 Français inscrits, ce qui est considérable. Donc, je rappelle aussi ici que l'Allemagne est le premier pays commercial avec la France, en tout cas pour l'Europe. Donc, il y a énormément de Français installés dans toute l'Allemagne. De problème spécifique, le fait qu'on soit en Allemagne, il y a des choses qui changent par rapport aux autres pays, après ce qu'on a entendu de la Pologne ou par exemple de Seattle.
Oui, alors du fait de la proximité avec la France, comme nous sommes un pays voisin, on a tendance à supprimer ou réduire les postes consulaires dans toute l'Allemagne. Donc ça se traduit par plusieurs faits: une perte d'influence, une baisse des inscriptions sur les listes consulaires. Donc pour les élections consulaires qui arrivent, ça peut poser problème. Je disais tout à l'heure, on est 116 000 en RFA, c'était en 2019. 116 000 Français en RFA, c'est un chiffre bien sous-estimé. Donc il y a aussi une baisse des prestations offertes. Par exemple, l'ambassade ne délivre plus de certificat de vie, ce qui pose beaucoup de problèmes. L'UFE Berlin a énormément de questions dessus. Il y a aussi une baisse de disponibilité lors des prises de rendez-vous dans les ambassades du fait de la réduction du personnel, etc. Donc la liste est assez longue. Ce qui est marquant, c'est l'exemple de Hambourg. Il est vrai que ça n'a rien à voir avec Seattle et San Francisco, mais entre Berlin et Hambourg, il y a, je dirais, 300 kilomètres environ. Ça fait 1h30 en IC, donc en TGV allemand. Mais il y a beaucoup de personnes âgées sur place. Et puis bon, les gens qui sont dans la vie active ont très peu de temps pour faire une formalité administrative. Donc ça pose problème. Ces problèmes ont été remontés au conseiller consulaire sur place. Et donc voilà. Donc c'est ce genre de problème que l'on peut rencontrer. Il y a aussi beaucoup de retraités dans ces pays européens, notamment, mais aussi dans d'autres pays. Et souvent la vraie question qui se pose est de savoir si les Français de l'étranger sont ces millionnaires qu'on retrouve à Gstaad en Suisse ou à Hollywood, comme certains l'ont dit, ou de se demander si en fait les Français ne seraient pas parfois, les Français de l'étranger, délaissés pour compte si le Sénat ne les a pas protégés. Le premier, c'est le Sénat qui a été le premier protecteur des Français de l'étranger. Je rappelle que dans ce domaine, il était précurseur et que les sénateurs restent vigilants. Un exemple, Ronan Le Bleu, que nous connaissons bien ici à Berlin, puisqu'il était élu le sénateur français de l'étranger, donc il est maintenant sénateur de tous les Français de l'étranger, avait réussi à faire voter, il y a quelques mois, à l'unanimité, un projet de loi visant à constituer un fonds d'aide aux Français expatriés de conditions modestes pour les aider à traverser cette période difficile de la pandémie. Cette proposition qui a été votée à l'unanimité par les sénateurs a été refusée par les députés et pire encore, refusée par les députés des Français de l'étranger de la République en marche de voter contre. Ronan Le Bleu, après cette lettre envoyée il y a 2 semaines aux Français de l'étranger par Emmanuel Macron, la première dire en 4 ans, nous dit quel bilan il fait de l'action de ce président jeune qui avait annoncé changer le vieux monde pour en faire plus fraternel, plus épanoui, le sentiment de Ronan Le Bleu. Alors effectivement, dans ce courrier qu'adresse Emmanuel Macron aux Français de l'étranger, il présente un bilan qui en réalité est bien trop beau pour être vrai. La réalité est tout autre. Il y a eu à la fois des hausses d'impôts, des suppressions de postes dans les écoles françaises à l'étranger, des suppressions de postes dans les consulats, les ambassades. Il y a eu également le fait, effectivement, comme vous venez de le rappeler, des retraités français à l'étranger qui dépendent de ce que l'on appelle la CNAREF, la Caisse nationale des retraités de France à l'étranger, et qui avaient le droit à une carte vitale parce que ils avaient cotisé en France et s'ils étaient de passage en France, alors qu'ils sont résidents à l'étranger, mais s'ils étaient de passage en France, ils pouvaient se faire, par exemple, soigner en France avec leur carte vitale, et c'était un droit qu'ils avaient. Il y a eu une réforme de ce gouvernement qui est entrée en vigueur en 2019 et qui fixe un certain nombre d'années de cotisation qui a été profondément augmenté et qui a comme conséquence, au 1er avril 2021, donc là, depuis quelques jours, nous avons des Français qui reçoivent un courrier qui leur stipule très clairement qu'ils perdent des droits qu'ils avaient jusqu'à présent et qu'ils sont donc bien évidemment obligés finalement de rendre leur carte vitale. C'est tout à fait stupéfiant et je dirais que quand on ajoute à cela, je vous le disais, les hausses d'impôts, les suppressions de postes dans les consulats, les suppressions de postes dans les écoles, je dirais qu'à minima, on n'écrit pas une lettre pour vanter son bilan,
on se tait. Les Français qui vivent à l'étranger ont pu au départ être séduits, mais c'est une illusion. Maintenant que 4 ans sont écoulés, il est possible au bout de 4 ans de faire un bilan des actions. Quand on supprime 512 postes dans les écoles françaises à l'étranger, que l'on supprime en 2017, à l'arrivée au pouvoir, 33 millions d'euros pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et que cette politique a comme conséquence des hausses de frais de scolarité, alors que les frais de scolarité sont déjà extrêmement élevés, on se dit que vraiment, on ne peut pas. Ce bilan est indéfendable. De la même manière, quand on étudie vraiment ce qu'on appelle les bleus budgétaires, c'est-à-dire vraiment les finances publiques, la réalité, c'est que 331 postes au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, qui est à la fois celui qui incarne notre diplomatie, c'est-à-dire l'image de la France dans le monde, mais aussi la diplomatie culturelle et d'influence, le soft power. Ce ministère qui a déjà été incroyablement rationalisé ces dernières années, venir supprimer encore, par-dessus tout cela, 331 postes en moins supplémentaires en 3 ans, ça a des conséquences, et notamment sur les consulats, les fermetures de consulats, des consulats qui sont difficilement joignables, et véritablement le service apporté aux communautés françaises à l'étranger s'est dégradé. Les conditions de vie se sont dégradées pour les Français de l'étranger. C'est une réalité dans beaucoup de pays. Alors, Serge Bosca, qu'en est-il en Pologne? Est-ce que ce sentiment est celui de nos expatriés? Le sentiment au niveau de, si on parle de l'éducation, le lycée de Varsovie, c'est un sujet qui est toujours, c'est un leitmotiv parce que en fait, c'est géré par les parents. Il y a 2 modes de gestion dans les lycées, soit c'est par les parents, soit c'est par l'État. Et c'est un sujet permanent de guéguerre parce qu'il y a trop de rotation des personnes. Les personnes qui restent en Pologne très longtemps, les enfants après quittent l'école parce qu'ils grandissent, et ceux qui viennent pour des courtes périodes ont du mal à comprendre des fois toutes les finalités de ce qui se passe. Sinon, à part ça, je veux dire, en Pologne, on n'a pas un sentiment d'abandon. Je veux dire, la Pologne, c'est un pays. En fait, faut peut-être aussi relativiser. C'est un des rares pays d'Europe où il y a eu tant d'évolution dans les dernières années. Les services médicaux, ça travaille quand même bien. Par exemple, quand on a eu là, si on prend le cas de la Covid, en France, ça a été un peu la panique. On confine, on déconfine, on reconfine. Les gens étaient largués. En Pologne, ils ont mis des règles à peu près claires. Les gens les ont à peu près suivis. On se faisait pas agresser par la police dans la rue. Il y avait pas de gens qui s'énervaient. Ça se passait relativement bien. Il y avait pas de. Alors bien sûr, les restaurants fermés, comme en France, il y avait juste le à emporter. Moi, j'ai des copains qui ont des restaurants, autant français que polonais. Ils ont reçu leurs aides. Ils ont fait une aide assez rapide. D'ailleurs, c'est ça qui était assez surprenant. Nous, quand on est français à l'étranger, on a bien vécu la France. Une fois, ils faisaient des annonces. On a fait la meilleure aide à tout le monde, alors qu'on voyait très bien qu'ailleurs, les aides existaient aussi. Donc, moi, j'avais des contacts avec l'Allemagne, avec l'Italie par ma famille. Je voyais très bien que c'était compliqué, mais chaque pays essayait de faire au mieux. Donc, on peut pas dire que en Pologne, on se sent abandonné. Il y a des gens qui sont moins. C'est pas les riches, comme on disait tout à l'heure. Hein. Pas tous les Français qui vivent en Pologne roulent en Porsche, loin de là. Mais c'est un pays où le coût de la vie est encore abordable. Les gens arrivent à avoir un niveau de vie, comme disait notre collègue Astittel, beaucoup de gens qui sont venus en Pologne, ils restent avec plaisir parce qu'en fait, ils ont une vie qui est calme. Le pays est toujours en construction parce qu'il y avait tellement de retard avec les années de communisme. C'est un pays qui a repris ce tempo-là. Il y a beaucoup de nouveaux bâtiments, les locaux sont propres, les gens ont une certaine vision de l'écologie en faisant attention aussi. Donc cette trend, les Français qui viennent après s'habituent et ça vit bien. Alors après, bien sûr, il y a comme toujours, même si l'UFE on en a qu'une, il y a une différence entre les gens qui habitent à Varsovie. C'est la capitale, c'est comme Paris. Si on compare Paris et province, ici c'est pareil. Il y a la Varsovie, c'est une mentalité. Et après, quand on va en province, c'est un peu différent. Et les gens ont un rythme de vie quand même plus calme, moins à se regarder le nombril, très bien intégré avec les Polonais, qui acceptent très bien les étrangers. Il n'y a pas de souci. Si on y va et qu'on abandonne cette arrogance typique française qu'on nous reproche très souvent, on est très très bien accueillis en Pologne. C'est des gens ils sont moitié latins, moitié slaves. Donc le côté latin, c'est vraiment la maison ouverte, on met tout sur la table, viens, t'es chez toi et on le sent vraiment quoi. Ça, il n'y a pas de souci.
Alors, vous avez entendu ce que vient de dire Serge Bosca, vous avez entendu les problèmes qu'on a évoqués. Bon, je voudrais quand même rappeler que l'UEFE à Berlin, l'année dernière, avait organisé pour ces Français qui ne roulent pas en Porsche, notamment pour les personnes d'un certain âge, des livraisons à domicile de repas. Parce qu'il y avait des gens qui étaient seuls, qui ne savaient pas quoi faire. Et la vérité est de dire que personne depuis 6-7 ans ne peut appeler l'ambassade de France, parce qu'il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de numéro de téléphone qui répond. Il n'y a pas de numéro direct de quelqu'un, on n'avait personne. Et même le consulat, il y a 2-3 ans, a aussi fermé son standard. Ce qui fait que quand on appelle l'ambassade de France ou le consulat de France, nous y aller un jour d'ouverture. C'est-à-dire, depuis 1 an maintenant, les jours d'ouverture, il faudrait les compter, j'espère, à partir du mois de juin prochain. Donc, vous vivez, peut-être pas au jour le jour, mais très régulièrement au contact de ces Français qui souvent sont sentis délaissés, sans aide, parce qu'ils appartiennent à des professions qui n'étaient pas particulièrement protégées, y compris en Allemagne. Donc, qu'est-ce que l'UEFE a fait à Berlin pendant cette époque? Oui, les Français à Berlin sont d'une certaine manière un peu chez eux ici. Berlin a été occupé par les Alliés pendant un certain temps. Nous avons encore plusieurs points très connus de tous les Français. Donc, il y a la partie française était plutôt au nord-ouest de Berlin. Donc, nous avions aussi une caserne, la caserne Julius Kleber, que vous connaissez bien, Monsieur Dumont, je crois. Et puis, sur le Champs-Élysées de Berlin, nous avons la Maison de France. La Maison de France, qui est une institution. On parlait de la vendre à une certaine époque et de la pression des Berlinois et des Français de Berlin, cela a été remis en cause. Donc, nous gardons la Maison de France, fort heureusement. Les galeries Lafayette sont aussi présentes sur les Champs-Élysées de l'Est. Voilà. Oui. Je dirais que c'est une vice-présidente de l'UEFE à Berlin, Nicole Kremer, oui, qui s'est battue bec et ongle pour qu'on ne ferme pas l'Institut de France, qui était l'une des principales institutions françaises qui est restée après le départ des troupes françaises en 1994. Donc c'est une victoire de l'UEFE. Moi, il faut penser, c'était bien de rendre à César ce qui était à César. Exactement. Tous les membres d'ailleurs de l'UEFE avaient signé la pétition qui tournait dans tout Berlin. Exactement. Alors ici, pratiquement, on manque de rien à Berlin. Au niveau des soins, les Français qui sont régulièrement immatriculés ici, parce que d'abord la loi vous oblige d'avoir la sécurité sociale, donc soit vous l'avez parce que vous travaillez, soit vous l'avez parce que le Français retraité de la CNAV, sinon il vous faut prendre une assurance, les soins en Allemagne, on a quand même beaucoup de chance sur ce temps-là. Oui, exactement, oui. Alors vous n'êtes pas vacciné. Alors, le problème des vaccins est en effet un thème qui est revenu à plusieurs reprises par les Français de Berlin, qui attendaient en effet que l'ambassade ou les consulats organisent une vaccination pour les Français de l'étranger. Cela ne s'est pas fait, donc nous devons nous faire vacciner comme tous les Allemands, donc attendre chacun notre tour selon les catégories. Il y a la 3e catégorie actuellement. À partir de mi-juin, nous devrions pouvoir gagner la France sans faire de quarantaine au retour, ce qui est un gros problème. Cela étant, les conditions de vie à Berlin ont été comparées à ce que ça a été en France. Il n'y a jamais eu de véritable lockdown ici. On pouvait pratiquement sortir. Bon, on a eu un petit couvre-feu récemment. Il fallait rentrer à 21h. Et on avait 21h à 6h du matin, vous êtes chez soi. Mais sinon, les magasins sont fermés, les restaurants sont toujours fermés, les magasins sont ouverts. Et dans quelques jours, normalement en Allemagne, on devrait être rapidement une situation très différente. Avec une grande différence par rapport à la France, c'est que ceux qui ont été vaccinés maintenant et qui ont fait tamponner leur carnet de vaccination qu'on a toujours utilisé depuis tout le temps quand on voyageait, alors qu'en France, M. Véran s'est opposé à ce qu'on tamponne la vaccination sur le carnet de vaccination. C'est pour ça qu'on ne prend une décision européenne. Les Allemands, en attendant cette décision européenne n'est toujours pas arrivée, et qu'on nous promet, on fait tamponner les carnets de vaccination, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec votre carnet de vaccination, vous allez en Allemagne, quelque part dans un magasin, plus besoin de tests.
Voilà, il faut sortir tous les papiers qui prouvent que vous avez été vacciné. Déjà qu'ici, les Français sont quand même relativement sécurisés. On n'a pas les problèmes qu'on a en France tous les jours dans toutes les villes de France. On n'a pas ce cirque-là. Bon, c'est pas la chienlit en plus. Hein, et la vie est quand même très agréable ici. Qu'en pensez-vous? Oui, la vie est extrêmement agréable. On va dire la première vague a été assez dure puisque bon, il y avait la peur du corona qu'on ne connaissait pas, donc tout le monde est resté à la maison. C'est pour ça que l'UEFE Berlin a proposé ses services et a partagé son équipe par arrondissement de façon à pouvoir aider le mieux et le plus rapidement possible les gens, les membres, les sympathisants de l'UEFE. Les autres vagues étaient un peu mieux organisées, ce qui a permis quand même de pouvoir se rencontrer, d'organiser un 14 juillet entre deux vagues, même si le nombre était limité de participants, on était à peu près 30 maximum, et dehors, par chance il faisait beau, et donc voilà, non, c'est plutôt une ville très très agréable. C'est vrai que Berlin a, depuis les années 2000, c'est un grand boom qui s'est passé dans la ville. Les loyers sont devenus extrêmement chers. Donc les salaires n'évoluent pas au même rythme que la vie, le coût de la vie. Donc c'est une capitale qui change tout le temps en fait. Donc c'est vrai que voilà. Je vois Jean-Michel Poulot qui rêvait de vous poser une question avant cette émission. Il s'est dit, mais les Français qui vivent à l'étranger, il y a des choses qui doivent leur manquer. Alors, je dirais que ce qui nous manque peut-être le plus à Berlin, c'est le couscous, parce qu'on n'en trouve pas. Bon. Qu'est-ce qui se passe en Pologne, Serge? Vous avez le droit au couscous là-bas ou pas? Ah, le couscous, oui, on en a du couscous, oui, parce qu'en fait, moi, à Dansk, j'ai tout ça. J'ai un copain tunisien qui est pas loin, donc il nous fait des tagines, il nous fait tout ce qu'on veut. Après, comme je disais, en Pologne, l'avantage, c'est qu'on a toute la GMS française. Donc, moi, j'ai un copain ici qui est, c'est des branches avec lesquelles j'ai travaillé, donc je vais pas citer spécialement un nom de magasin, mais j'ai appelé voir mon copain, il me faudrait de l'orangina. Eh ben, il m'a apporté une demi-palette. Je recevais de l'orangina. Donc, on a des merguez. Ils nous font des merguez. Ils nous font les chipolatas. Le rugby, par exemple, la Pologne c'est pas la plus grande terre de rugby qu'on puisse connaître, hein. On n'est pas dans le Béarn, là-bas, il y a des équipes, plus relevées. Mais, c'est quand même en ce moment, ils sont moins bons, mais bon, ok. C'est mieux La Rochelle, on va dire, mais bon, ok. La Pologne, c'est quand même un pays où il y a ça. Donc, la Triville, régulièrement, les clubs un des 3 clubs est toujours en haut de l'affiche. Il m'appelle, il me dit, Serge, il y a la finale dans 10 jours, tu pourrais amener 25 kilos de merguez, de tes saucisses qui piquent. Et je leur fais commander des saucisses. Les Polonais ne savaient pas les faire cuire. Je leur ai appris à les faire cuire grillées parce qu'elles sont bonnes qu'elles sont grillées. Après, quand ils les servaient, c'était gratuit. Ils disaient, t'attends qu'elles soient grillées, sinon Serge, il va pas être content. Et les mecs mangeaient, ils prenaient un morceau de baguette. Et là, la dernière fois, la bonne blague, c'est donc on part, j'avais reçu mes 25 kilos de saucisses et j'avais oublié de commander les baguettes. On a pris 100 baguettes, donc on a vidé le magasin. Il y avait plus de baguettes, on avait un chariot complet. Il y avait de l'arissa ou pas? Non, l'arissa, ça, on l'a pas, il y a notre copine. Non, on la met pas l'arissa, ça serait un peu trop piquant pour eux. Mais, sinon, on peut avoir, blague à part. Au niveau nourriture, on a vraiment tout. Il y a des arrivées directes depuis Rungis aussi. Ça, c'est sur Varsovie. Ici, à Dansk, on a un copain breton, qui, fait de très très bonnes crêpes. Donc lui, les Polonais cherchent la farine française. Lui, il a fait l'inverse. Il a cherché des farines polonaises qui correspondaient à sa qualité et au grammage qu'il voulait. Et donc, régulièrement, avec Dominique, on se voit et c'est des personnes fabuleuses. Alors, quand il y avait la crise, là-bas, il fallait les aider. Donc, chacun, on allait chercher des petits paniers de temps en temps chez lui pour lui faire un chiffre d'affaires supplémentaire. Mais on est très bien achalandé en vin, on est très bien en fromage, on a tout ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de dire on peut manquer. La nourriture polonaise est très bonne. Après, on arrive à trouver à peu près tout ce qu'on veut. Et quand on n'a pas, les Polonais, de toute façon, ils sont très friands de culture du monde. Alors, ils polonisent un peu, mais on mange des escargots très bons. Ils ont un peu du mal avec les grenouilles, voilà. Mais bon, comme moi, je n'étais pas un grand fan, à la limite, ça me gêne pas. Mais pour le reste, on a à peu près tout ce qu'on veut, voilà.
Serge Bosca, moi j'aurais une question quand même pour l'anecdote, mais pour donner un peu plus de sourire, parce que vous nous invitez à sourire là depuis quelques instants. Vous avez un accent, malgré le fait que vous soyez dans la région la plus septentrionale de la Pologne, qui nous fait quand même penser à notre sud à nous. Vous êtes originaire de quelle région? Marseille. Ah, Marseille, voilà. Merci pour la réponse. Mais pour l'anecdote, parce que bien sûr, Marseille c'est l'OM, mais pour tous ceux qui ne le savent pas, le premier sport de l'Olympique de Marseille, c'était le rugby. L'Olympique de Marseille est écrit pour le rugby. Pour un rappel, c'est très bien aussi. Après, on n'a plus de rugby à Marseille, ils sont partis à côté. Alors, il y a une actualité qui nous concerne, nous tous, Français de l'étranger, expatriés, c'est les élections consulaires qui vont avoir lieu à la fin du mois de mai, avec une possibilité pour la première fois de voter sur Internet déjà la semaine prochaine. En fait, la semaine prochaine, je crois. Donc, ces élections consulaires, à quoi servent ces élections consulaires qui ne sont réservées qu'aux Français de l'étranger? C'est une bonne question que nous allons poser à Quentin Dickinson à Bruxelles. Vous avez raison de dire que les Français en métropole et outre-mer connaissent mal ces institutions électorales et démocratiques. Malheureusement, il faut constater aussi que bon nombre de nos compatriotes installés à l'étranger, comme moi-même ici en Belgique, eh bien, on ne connaît pas très bien parmi nous les possibilités de ces élections et l'importance qu'il y a à les voter. D'où effectivement une participation qui est généralement décevante. Je vous ferai sans doute larmoyer en vous révélant que lors des dernières élections ici en Belgique, eh bien, nous étions à peine plus de 17% sur les quelques 100 000 ou 130 000 Français installés en Belgique à avoir participé à ce scrutin. C'est désolant. Mais c'est ainsi. Et pourtant, ce n'est pas une nouvelle institution. La France a été parmi les premiers pays du monde à s'intéresser à ces expatriés, et c'est dès 1948 que la première assemblée de ce genre, le Conseil supérieur des Français de l'étranger, était instaurée. Alors aujourd'hui, nous avons depuis 2004 une situation beaucoup plus complexe qui n'aide certainement pas à la lisibilité de ces élections. Nous avons différents niveaux. Alors, en bas de l'échelle des élus des Français de l'étranger, il y a les délégués. Ce sont des gens qui sont élus sur les listes qui élisent les conseillers, mais une fois que tous les conseillers sont élus, eh bien, les premiers à ne pas être élus sont désignés ou élus délégués. Le délégué n'a pas d'autre fonction que de contrebalancer des équilibres qui seraient trop marqués parmi les conseillers et surtout de participer à l'élection des sénateurs représentant les Français de l'étranger. Ce sont donc les grands électeurs comme les conseillers. Alors, pour rendre la chose un peu plus claire, il y a 130 circonscriptions consulaires à travers le monde qui élisent 442 conseillers et 85 délégués. Ceci signifie que nous avons, sur la base des consulats, si nous prenons le cas de ma circonscription à moi, ici en Belgique, dans le domaine consulaire, la circonscription donc, qui élira le 30 mai prochain ses conseillers, ses délégués, nous sommes partie d'un ensemble plus large qui est celui du Benelux, qui est la circonscription législative d'un des députés à l'Assemblée nationale. Cela signifie que lorsque nous avons fini d'élire les conseillers et les délégués dans notre circonscription consulaire, nous nous branchons sur les délégués et conseillers élus dans les circonscriptions voisines qui composent avec nous la circonscription législative. Donc, nous nous réunissons environ un mois après le 30 mai, les élections au suffrage universel direct, pour une première élection au suffrage universel indirect qui permet aux délégués et conseillers, et plus particulièrement les conseillers du Benelux tout entier, Pays-Bas, Luxembourg, Belgique, de désigner parmi eux ceux, en l'occurrence 6, qui iront siéger à l'Assemblée des Français de l'étranger. Troisième catégorie donc d'élus, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Alors, vers la fin du mois de septembre de cette année, on procédera au renouvellement de la moitié des 12 sénateurs des Français de l'étranger. Donc, il y a 6 sièges à remettre en lice et participeront à ce vote, qui est important, les sénateurs eux-mêmes, les 11 députés à l'Assemblée nationale représentant les Français de l'étranger, et bien entendu les 442 conseillers et les 85 délégués.
En tout, ça nous fait un corps électoral de 550 personnes. Alors, évidemment, les spécialistes me diront, mais c'est ridicule, 550 personnes pour élire 12 sénateurs, étant donné que si on est en métropole ou outre-mer, le collège électoral de grands électeurs, pour être sénateur, c'est de 2 à 3 000 grands électeurs. Mais c'est ainsi, et c'est déjà beaucoup plus complet que ce que font d'autres pays qui ont également des représentants élus des Français de l'étranger. Donc, je résume, nous avons 12 sénateurs des Français de l'étranger, 11 députés à l'Assemblée nationale représentant les Français de l'étranger, 442 conseillers, dont 90 sièges à l'Assemblée des Français de l'étranger et 85 délégués. Alors, pour compléter ce que disait Quentin Dickinson à l'instant, je dirais que les bénévoles qui travaillent à l'Union des Français de l'étranger sont parmi ces Français qui s'occupent d'entraider des compatriotes, mais aussi des gens du pays dans le pays d'accueil. Je veux dire aussi qu'il y a 2 catégories de Français politisés dans les pays étrangers. Il y a ceux qui importent directement les problèmes français à l'étranger, comme si la politique des Verts, à Berlin on voit ça, hein, les Verts communiquent, on a l'impression qu'on se trouve à Grenoble ou à Bordeaux, on ne parle pas encore de sapin de Noël parce qu'ici il serait mal à recevoir. Bon, on parle pas de supprimer le port dans les écoles parce qu'ici ça pose quelques problèmes. Mais il y a donc des gens qui importent des problèmes politiques qui n'ont pas lieu d'être ici en Allemagne. Et puis il y a ceux qui posent des problèmes des Allemands. Et puis enfin, il y a des associations comme l'UFE, mais l'UFE n'est pas la seule, qui se veulent apolitiques, donc qui n'ont pas, sont détachés de confession religieuse. Je veux les rapprendre. Que disait à l'introduction le président de l'Union des Français de l'étranger, nous sommes détachés de toute confession religieuse et d'appartenance politique, ce qui ne veut pas dire que nous soyons neutres. C'est important de le préciser. Nous avons l'occasion à l'UFE de prendre position, parfois très fermement, quand les intérêts ou les droits des Français de l'étranger sont en cause, et c'est arrivé déjà à plusieurs reprises. Nous sommes aussi très solidaires, nous dit le président de l'UFE, les uns des autres. Notre mot d'ordre, c'est l'entraide et la convivialité. L'idée centrale, c'est qu'aucun Français ne se sente seul à l'étranger. Ça sera la conclusion. Serge Bosca, est-ce qu'autour de vous, vous faites en sorte qu'aucun Français en Pologne ne se sente abandonné? De ce côté-là, il y a quand même un tissu très très riche. Il y a, comme je disais tout à l'heure, quand on sort même des ambassades, on a beaucoup dans toutes les régions des Français qui sont là depuis très longtemps. Tout à l'heure, on en parlait. Moi, la première fois que j'ai mis les pieds en Pologne, moi, c'est en 91. Alors, c'est vrai que j'ai fait des sauts après dans le reste du monde, mais j'ai quand même accumulé 26 ans de Pologne, à peu près 25 ans. Donc, c'est un pays que je connais bien. J'ai beaucoup voyagé en plus dans la Pologne, parce que j'ai habité Katowice, j'ai habité Poznań, j'ai habité Jarez, j'ai habité Varsovie, j'ai habité Gdańsk. Il y a la chambre de commerce aussi qui est très développée. Dans le passé, moi, j'étais vice-président de la chambre de commerce aussi en Pologne. Donc, toutes ces associations font que les gens sont quand même relativement entourés. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, il y a un jeune qui va venir travailler sur le port de Gdańsk, qui a vu l'UFE par hasard. Il a contacté notre président, Eric Salva. Et Eric m'a envoyé les coordonnées tout de suite de ce que là. Je l'ai appelé au téléphone. Oui, je vais venir, je vais arriver en juillet. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, j'ai dit, écoute, est-ce que tu as prévu de venir avant? Il me dit, oui, sûrement. Dès que tu arrives, tu m'appelles, tu me dis quel type de maison tu veux. Je vais avec toi, je vais te montrer. Mais moi, je fais ça, mais il n'y a pas que moi. Genre, il y a notre consul honoraire, Alain Monpère, ici, qui l'a fait pendant 20 ans aussi, là, de la Pologne. Il y a toujours quand même cette espèce d'accueil assez rapide où les gens ne laissent pas tomber. Et on est en province, encore une fois. À Varsovie, c'est sûr, il y a Varsovie Accueil, il y a beaucoup plus de choses développées. Mais dans toutes les régions, on a eu un événement là, à cause des élections. Il y a une des têtes de liste qui a attrapé la Covid et qui est décédée, malheureusement, 52 ans. Ça a fait un gros bruit dans la communauté française, parce que c'était un gars qui était adorable et qui était en plus marathonien, triathlonien, donc c'était vraiment très surprenant qu'il décède aussi rapidement. Donc, et ça a fait que, par exemple, Eric, notre président, a décidé, on lui a demandé de reprendre le flambeau, il a accepté. Donc l'UFE n'est pas politisé, il le sera pas, mais là il a dû couvrir et donc il fait un peu la tournée des régions encore plus que quand il était chef de l'UFE. Et il m'a demandé des contacts et il découvre plein de nouveaux Français qu'il connaissait pas et il me dit mais Serge, ces gens-là, toi tu les as connus comment? Moi j'ai toujours vécu, j'ai habité 1 an à Varsovie. Voilà, dans tout ce temps-là.
Donc la province, c'est vraiment un milieu que je connais. Non, j'ai jamais vu de Français vraiment abandonnés. Même ceux qui sont les plus, on va dire, les plus reclus, ils le sont parce qu'ils veulent l'être. Voilà, mais pas parce que ils ont été à un quelconque moment rejetés par la communauté ou pas pris en charge par la communauté. Les gens sont accueillants. Et encore une fois, comme je disais, les Polonais le sont aussi. Donc, par exemple, il y a une association à Gdynia, c'est l'association franco-polonaise, qui est créée que par des Polonaises. Il y a que des Polonais et des Polonaises d'un certain âge qui aiment le français, qui aiment la langue française, et donc qui se greffent. Après, il y a tout le réseau des alliances françaises aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a des alliances françaises dans quasiment toutes les grandes villes de Pologne. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, la Pologne, c'est quand même, hormis d'être un pays de paysans, comme on disait au départ, c'est un pays où il y a 7-8 villes de plus de 600 000 habitants, de 700 000 habitants. C'est même en France, on n'a pas autant de grandes villes qu'en Pologne. Donc on a quand même des tissus pour que les gens se retrouvent. David Doucet, ça fait combien d'années que vous vivez en Allemagne? Ça fait 20 ans, 21 ans bientôt. Oui. Vous devez entendre Serge Bosca nous parler de ce tissu. Serge Bosca vient de nous parler de ce tissu franco-polonais. À Berlin, on a un peu la même chose avec une école franco-allemande, avec beaucoup d'Allemands francophones et francophiles, avec lesquels, d'ailleurs, ils participent aux activités organisées par l'UFE Berlin. Oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait l'avis de Serge Bosca. C'est à peu près la même chose ici à Berlin. Qui veut du français, on trouve. Donc il y a beaucoup de liens, d'associations, de francophones aussi. Hein. Donc c'est quelque chose qui marche bien. L'Institut français est très important. On a tous les conseillers consulaires, on a un consulat à Berlin qui marche bien quand même. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Et il y a une demande forte en Pologne et en Allemagne de culture française. Oui, alors en effet, on parlait des Berlins francophiles et francophones aussi. Il y en a beaucoup qui ont fréquenté le lycée Voltaire, qui n'ont aucune origine française et qui ont souhaité rentrer dans cette école, dans ce cursus, et donc du coup on en rencontre énormément et qui gardent un excellent souvenir. Serge Bosca, je suppose qu'on a aussi à Varsovie un lycée français. Oui, il y a le lycée français à Varsovie, il y a un vrai lycée, donc je disais tout à l'heure, géré par l'association parentale, mais avec l'ambassade derrière. Donc ça, c'est un lycée qui est très important. Après, dans les autres, à Cracovie comme à Gdynia, donc on a écrit de Dansko Gdynia, on a des écoles, deux écoles françaises, mais pour les enfants en plus bas âge. Et là-dedans, on va retrouver aussi, bien sûr, des jeunes Polonais dont les parents veulent que les enfants apprennent le français depuis leur plus jeune âge. Il y a régulièrement des festivals de cinéma français. Il y a de l'opéra. Il y a eu une représentation, une adaptation qui s'appelle de Notre-Dame de Paris en polonais. Donc il y a quand même la radio polonaise. On entend très souvent des chansons françaises. Alors, on est autant que l'Allemagne. Je veux dire, par rapport à ça, il y a tout de suite un accueil qui est très fort. Et en parlant d'Allemagne, moi, je peux raconter une anecdote que je suis arrivé à Dansk en 2011. Je me suis retrouvé à être sponsor d'un match de rugby, équipe nationale polonaise contre équipe d'Allemagne. Donc c'est pas les plus grands pays encore une fois de rugby, mais c'était assez marrant de voir ce match-là. Et donc il y a la troisième mi-temps qui arrive. Et là je vois les joueurs qui se mettent à chanter, allemands et polonais ensemble, et ils chantaient quoi? Des chansons paillardes françaises. Et j'étais sidéré. Alors, en tant qu'ancien étudiant, je les connaissais aussi, mais je veux dire, j'étais sidéré de voir qu'il y avait la seule langue commune qu'ils avaient, allemand et polonais, c'était le français. Donc des fois le sport amène des choses très amusantes. Ah oui. Xavier ? Oui. Non, je voulais aussi ajouter on a pas ça à Berlin. Non, on n'a pas ça à Berlin. Mais les Berlinois ne sont pas très rugby. Ils sont bien entendu, comme tout le monde le sait, très foot. Et c'est toujours à la fin l'Allemagne qui gagne. Mais pas la dernière fois. Donc ça fait plaisir aussi pour nous Français. Jean-Michel, vous avez voyagé aujourd'hui. Seattle, Berlin, Varsovie, Gdansk. Écoutez, j'ai très bien voyagé. Oui, je vous en remercie, messieurs. En tout cas, je tiens à remercier messieurs les présidents et vice-présidents. Dans l'ordre, celui qui a dû nous quitter en cours de route parce qu'il avait des occupations à Seattle, c'est Olivier Fontana.
Xavier Doucet à Berlin, Serge Bosca à Gdansk et vous, évidemment, Joël François, également à Berlin. Il y a décidément une méga communauté française, vous le confirmez tous les deux, en terre berlinoise. Merci en tout cas, c'était donc ce premier numéro des Français du bout du monde. Nous appellerons désormais comme ça cette émission nouvelle sur cette antenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, au revoir et à très prochainement avec le plaisir de retrouver des Gaulois, des Français du bout du monde qui parlent aux Français de France et du bout du monde. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.